Si mes voisins du dessous avaient levé les yeux, ils auraient dû voir mes pieds, ou au moins la moitié de mon corps, se désintégrer dans leur plafond. Quand j'étais plus jeune, j'avais cette capacité totalement hors du commun à comprendre des langues étrangères, sans jamais les avoir vraiment apprises. C'était comme si ces langues avaient toujours été là, présentes dans ma tête, comme des échos d'un passé oublié. Je pouvais tenir des conversations entières en polonais avec mon professeur de piano et en espagnol avec mon voisin, sans le moindre effort. Je ne savais pas comment, ni pourquoi cela m'arrivait, mais tout semblait venir naturellement, comme si les mots me parlaient dans une langue que j'avais toujours connue. Mes parents étaient totalement impressionnés. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment j'avais acquis cette compétence. Au début, ils pensaient que c'était un hasard, que c'était juste un petit don temporaire, mais plus ça durait, plus cela devenait évident, il y avait quelque chose de spécial. À l'école, mes professeurs étaient stupéfaits. Je pouvais comprendre les conversations en polonais et en espagnol, sans jamais les avoir étudiées. Il y avait des moments où, même si je ne pouvais pas parler, j'étais capable de répondre par des gestes ou des expressions qui correspondaient parfaitement à ce que l'on me disait. C'était comme si mes oreilles captaient des fréquences que les autres ne percevaient pas. Mes parents ont commencé à m'encourager, à me pousser à explorer cette capacité. Un jour, ils ont contacté une émission de télévision dédiée aux enfants prodiges, et, à ma grande surprise, j'ai été invité à y participer. C'était une émission où des enfants aux talents exceptionnels étaient mis en avant, et mon cas a totalement fasciné les producteurs. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, mais ils étaient captivés par ce phénomène étrange. Je me souviens très bien de ce jour-là. J'étais sur le plateau, entouré de caméras et de lumière, avec des invités experts en linguistique qui semblaient aussi perplexes que mes parents. Je parlais couramment espagnol avec un invité, puis l'enchaînais sur une conversation en polonais avec un autre. Les adultes autour de moi se regardaient, totalement stupéfaits. Et pourtant, moi, j'étais calme, comme si c'était une chose tout à fait normale. Je sentais que ces langues étaient simplement là, enfouies dans un coin de ma mémoire, prêtes à surgir sans préavis. Je me souviens que l'un des linguistes m'a demandé comment j'avais appris tout ça, et ma réponse était simple, je ne sais pas. Ça a toujours été là. Mais ce qui était encore plus étrange, c'était que mes parents m'ont un jour raconté une conversation qu'ils avaient eue avec moi quand j'étais toute petite, et que j'avais totalement oubliée. Parfois, sans raison apparente, je leur disais que j'avais déjà été professeur de langue, mais pas dans cette vie. Je leur parlais de mes vies passées, comme si c'était une évidence. Je leur expliquais que j'avais été quelqu'un d'autre avant, un professeur de langue, et que, de quelque manière étrange, je m'étais retrouvé dans ce corps d'enfant. Mes parents pensaient d'abord que c'était des divagations d'enfants, mais au fil du temps, ils ont commencé à se demander si ce n'était pas plus profond, plus réel. À partir de mes 12 ans, cette étrange capacité a commencé à disparaître, peu à peu. Les langues que je comprenais si naturellement sont devenues floues, distantes, comme si elles se dissolvaient lentement. C'était un peu comme si j'avais perdu une partie de moi-même. J'ai cessé d'entendre ces mots dans ma tête, ces phrases en polonais ou en espagnol qui surgissaient sans que j'aie à y penser. C'était comme si la clé de cette mémoire m'avait été enlevée, et tout est devenu soudainement plus difficile à appréhender. Mais même si cela a disparu, je n'ai jamais pu m'empêcher de me demander si ce n'était pas réel, si je n'avais pas vécu ces vies dans un autre temps, dans un autre corps. Mes parents, eux, n'ont jamais cessé de se souvenir de ces moments où je leur parlais de mes vies passées, et ils m'ont souvent dit qu'ils avaient l'impression que j'étais différente des autres enfants. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, j'avais réellement été ce professeur de langue, et que ce savoir dormait encore quelque part, attendant juste d'être réveillé. Une fois, alors que je jouais à un jeu en solo sur mon PC, quelque chose d'étrange s'est produit. Soudainement, j'ai commencé à entendre des bruits dans mes écouteurs. Au début, je pensais que c'était lié au jeu, alors j'ai immédiatement arrêté et fermé toutes les fenêtres. Mais les bruits ne se sont pas arrêtés. C'était comme si j'étais en communication avec quelqu'un, comme si j'étais dans un appel téléphonique. J'entendais des bruits de fond et des voix murmurantes, mais personne ne parlait vraiment. Il y avait aussi des bruits comme si quelqu'un s'était endormi, puis s'était réveillé après un moment.
C'était assez perturbant. Je savais que ces sons ne venaient pas de l'extérieur, car j'avais bien vérifié autour de moi. Quand j'ai essayé de parler dans le microphone des écouteurs, il n'y a eu aucune réponse. J'ai vérifié plusieurs fois si quelque chose était ouvert en arrière-plan sur l'ordinateur, mais rien. J'ai même redémarré le PC dans l'espoir que cela règle le problème. Mais dès que l'ordinateur a redémarré, les bruits étaient encore là, et cette fois, ils étaient encore plus forts. J'ai clairement entendu une voix masculine, mais je ne comprenais rien de ce qu'il disait. C'était comme si j'étais à l'écoute d'une conversation lointaine, sans pouvoir saisir un mot précis. Pris de panique, j'ai débranché mon PC. C'était probablement une réaction excessive, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Le lendemain, j'ai rallumé l'ordinateur, et tout était revenu à la normale. Les bruits avaient disparu, et ils ne sont jamais revenus. J'ai cherché des explications pendant un moment, mais je n'en ai jamais trouvé. Je ne me souviens pas exactement de mon âge, mais c'était avant que mes parents ne décèdent, donc je dirais que j'avais probablement autour de 12 ou 13 ans. Laisse-moi te raconter un peu l'histoire, si tu veux bien. J'ai grandi dans une petite ville en Géorgie, au milieu des bois. Mon grand-père avait acheté un terrain là-bas, mais il a déménagé dans la banlieue et a laissé la terre à ses enfants. Mon oncle a récupéré la maison originale, près de la route. Ma tante a aménagé un chemin de gravier plus loin dans la propriété et y a installé une caravane. Quand j'avais 6 ans, nous avons déménagé du Tennessee et mes parents ont construit leur maison de rêve sur la part de terrain de mon père, en partageant le chemin avec ma tante, mais en détournant à droite avant sa caravane pour aller encore plus loin dans la propriété. C'était donc assez isolé, loin de la route principale. Ils ont construit une maison de plein pied, mais la maison était un peu sur une colline et avait un sous-sol. Il y avait une porte à l'arrière qui donnait sur une des pièces du sous-sol, mais le reste était en sous-sol. Ils avaient toujours prévu de finir le sous-sol, mais ça ne s'est jamais fait. Seules les pièces à droite avaient des cloisons sèches, et les pièces à gauche étaient laissées inachevées et servaient d'atelier pour mon père. Mon père a développé de l'épilepsie et a perdu son emploi, mais il faisait des petits boulots de paysagiste pour une femme qui était obèse à l'extrême et qui était aussi une grande accumulatrice. Cette femme a été expulsée de chez elle et notre sous-sol, déjà plein de vieilleries que mes parents avaient accumulées au fil des années, est devenu un entrepôt pour ses affaires. Elle nous payait pour garder toutes ces choses, apparemment. Toutes ces affaires ont été entassées dans la grande pièce du sous-sol, celle dont la porte arrière donnait accès. J'avais environ 12 ans quand ça s'est passé. Mes parents avaient emmené ma sœur faire du shopping, je crois, mais en tout cas, je me retrouvais seul à la maison. J'étais dans le salon à regarder la télé et je me suis levé pour aller aux toilettes. En traversant le couloir, j'ai entendu de la musique provenant de quelque part. J'ai fini par localiser la musique, elle venait d'une grille de ventilation près du sol. À l'époque, je savais que les conduits de ventilation passaient par le plafond du sous-sol, alors j'ai décidé d'aller enquêter et de mettre fin à cette musique. L'accès au sous-sol était juste après la porte d'entrée, ça ressemblait presque à un placard, mais si tu l'ouvrais, il y avait un escalier qui menait en bas puis tournait à gauche pour continuer. Quand tu te tenais en haut, tu ne voyais que les marches et un mur, pas vraiment le sous-sol. Je détestais cet endroit, il me faisait toujours peur, et cet escalier était souvent la seule lumière fonctionnelle. En plus, comme le sous-sol était sous terre, il était toujours beaucoup plus froid que le reste de la maison. Je suis descendu lentement dans l'escalier, l'estomac noué, et la lumière m'a guidé dans l'obscurité. Une fois en bas, le sous-sol s'ouvrait sur la partie gauche, là où mon père avait son atelier. Je jetai un coup d'œil autour de l'escalier et j'essayais de comprendre d'où venait cette lumière verte. Elle brillait dans la grande pièce où toute la merde de la femme accumulatrice était stockée. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir. Au centre de la pièce, il y avait un chemin à travers tout le bordel, menant à la porte arrière, et juste à côté, posé sur des commodes, il y avait un énorme vieil appareil stéréo que mon père avait trouvé quelque part. Il était allumé, jouant probablement une station de radio, avec un petit écran vert qui projetait cette étrange lumière verte. Mon cœur battait à toute vitesse, mais je suis allé le débrancher sans prendre le temps de chercher quel bouton éteignait la musique. J'ai testé rapidement la porte arrière, qui était toujours verrouillée, pour être sûr qu'elle était bien fermée. Puis,
j'ai couru comme un démon vers l'escalier, remontant à toute vitesse et fermant la porte du sous-sol à clé derrière moi, tout en respirant fort, la tête remplie de questions. J'ai rigolé de ma propre stupidité et suis retourné regarder la télé. Un peu plus tard, j'ai décidé de retourner dans ma chambre chercher un livre qui m'intéressait vraiment. En traversant le couloir, j'ai entendu un bruit qui m'a glacé le sang, un bruit que je n'oublierai jamais. La musique était de retour, flottant à travers les grilles de ventilation. Là, ça a été trop pour moi. J'ai couru dehors, jusqu'à la maison de mon oncle, et je n'ai pas voulu repartir avant d'entendre mes parents revenir dans l'allée. Quand on est rentré à la maison, j'ai obligé mon père à venir vérifier. Et là, le pire, le stéréo était à nouveau branché. Mon père a suggéré que j'avais peut-être pris un autre câble qui traînait près de la prise, mais je me souviens très bien que l'appareil stéréo était le seul truc branché quand je l'ai débranché. Il a dit que c'était probablement un problème électrique avec l'appareil, vu qu'il était vieux. Mais franchement, cette maison et cette propriété me foutaient la trouille. Je passais mon temps dans les bois à chercher des pointes de flèches amérindiennes. Il y avait aussi une ancienne fondation de maison de pionniers datant des années 1800, avec 3 tombes à côté. Toute ma famille avait des histoires bizarres à raconter sur des choses qu'ils avaient vues dans les bois. Mes parents sont morts dans cette maison, et un des locataires qui y a vécu après mon départ a dit avoir vu ma mère. Je ne crois pas aux histoires de fantômes et je pense que la plupart de ces choses sont des inventions, y compris l'histoire de ma mère et beaucoup des choses que ma famille a vues dans les bois. Mais je sais une chose, cette musique, je l'ai bien entendue, et je sais que j'ai débranché ce stéréo. Cela s'est passé lorsque j'étais un adolescent, à l'époque où mon père écrivait des réflexions assez métaphysiques, surtout sur des sujets comme l'après-vie, l'autre côté, et ce genre de choses. Étant plutôt sceptique sur tout ce qui touche à ce domaine, je n'ai pas pu m'empêcher de le confier à ma mère. Elle est toujours aussi dévouée à l'idée que mon père est un médium. Un jour, après lui avoir parlé de mes doutes, elle m'a défié de partir dans ma chambre, d'écrire des questions précises, sans lui dire de quoi il s'agissait, et de voir si, d'une manière ou d'une autre, il pourrait y répondre. Mon père était à ce moment-là au travail, et c'était l'occasion idéale de tester cela. J'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Je me suis enfermé dans ma chambre, j'ai pris un stylo et j'ai écrit une série de questions. Des questions sur la vie après la mort, sur ce qu'il y avait de l'autre côté, sur des sujets assez profonds et un peu flippants. Après avoir écrit toutes mes questions, je les ai soigneusement pliées et glissées dans la poche arrière de mon jean, avant de passer le reste de la journée, comme à mon habitude, devant mon ordinateur. Je n'avais pas l'intention de revenir sur ce sujet avant longtemps. Le soir venu, alors que j'étais toujours en train de taper sur mon clavier, mon père est arrivé dans ma chambre sans prévenir. Il est entré sans frapper et, avec une expression assez neutre, il m'a dit « Maman m'a demandé de te donner ça ». Et là, il m'a tendu un paquet de papiers. C'étaient les mêmes questions que j'avais écrites dans l'après-midi, avec exactement les mêmes mots que j'avais utilisés, et ce qui était encore plus étrange, des réponses. Pas seulement des réponses vagues, mais des réponses qui correspondaient exactement à ce que j'avais voulu savoir, comme si quelqu'un les avait lues avant même que je les écrive. Je suis resté là, complètement bouche bée, incapable de trouver une explication rationnelle. À ce moment-là, je n'étais toujours pas convaincu que mon père ait des capacités médiumniques, mais je ne pouvais m'empêcher de me poser des questions après cette expérience. C'était comme s'il avait eu une sorte de perception spéciale, comme s'il voyait à travers les lignes de code d'une réalité cachée, ou comme s'il avait eu accès à des informations d'un autre monde. Pour cette nuit-là, et encore un certain temps après, j'ai commencé à voir les choses sous un autre angle, à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la réalité, sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Quand j'étais enfant, ma famille avait cette petite blague qu'on répétait chaque fois qu'on perdait quelque chose et qu'il réapparaissait plus tard. On disait que les fées jouaient des tours. C'était une plaisanterie qu'on utilisait entre 5 et 10 ans, et même aujourd'hui, quand quelque chose disparaît et réapparaît, on l'explique toujours un peu dans cet esprit, d'un ton un peu moqueur. L'exemple le plus marquant de cette blague remonte à l'époque où j'avais 2 cartes mémoire pour ma PS1. Elles étaient transparentes, une rouge et une bleue, et j'avais l'habitude de les laisser dans une petite boîte avec mes jeux.
Un jour, je ne les retrouvais plus. Je fouillais partout dans ma chambre, dans tous les tiroirs, je cherchais dans toute la maison. J'ai même demandé à ma mère de m'aider, et elle a fait exactement la même chose. Rien. Les cartes avaient disparu. Je commençais à être vraiment frustré, d'autant plus que cela signifiait que je venais de perdre toutes mes sauvegardes. Quelques jours après, n'ayant pas d'autre choix, j'ai acheté une nouvelle carte mémoire. Le jour où je suis rentré à la maison avec ma nouvelle carte, je suis allé directement dans le tiroir où je rangeais mes jeux et mes manettes. En l'ouvrant, j'ai vu les 2 cartes mémoire, côte à côte, posées sur le dessus de mes jeux. Je n'en revenais pas. J'ai immédiatement appelé ma mère pour lui montrer, et elle n'a pas pu y croire non plus. On avait fouillé ce tiroir probablement 5 fois, et on l'avait même vidé complètement pour être sûr qu'elles ne s'y trouvaient pas. Et là, elles étaient là, comme si elles n'avaient jamais disparu. C'était totalement inexplicable. Finalement, j'ai décidé de laisser les cartes mémoire dans la PS1, juste pour être sûr de ne plus jamais les perdre. Ça m'a laissé une drôle de sensation, comme si quelque chose de surnaturel s'était joué avec ces objets, comme si l'effet de notre petite blague d'enfance était vraiment intervenu pour nous rappeler qu'elles avaient parfois un petit pouvoir mystérieux. Je fais des rêves prémonitoires. Ça a commencé avec un rêve étrange, une sorte de malaise profond, de ténèbres et de tristesse, un mois avant que ma mère ne décède d'une crise d'asthme inattendue. C'était un rêve très perturbant, qui m'a marqué, mais je ne savais pas encore à l'époque que c'était un avant-goût de ce qui allait arriver. Après cela, mes rêves sont devenus de plus en plus détaillés, de plus en plus clairs, mais toujours avec cette sensation étrange de déjà-vu ou de pressentiment. Le rêve le plus étrange que j'ai eu a été celui où je conduisais vers une maison que je n'avais jamais vue auparavant. C'était une maison qui ne m'était absolument pas familière, mais dans mon rêve, c'était comme si je la connaissais. Je suis allé à l'intérieur et j'ai trouvé mon père en train de travailler sur une nouvelle décapotable blanche. J'étais surpris de le voir faire ça, et je n'ai même pas remarqué tout de suite à quel point ce détail était étrange. Quelques mois plus tard, on a appris qu'on allait déménager, et ce n'était qu'un détail de plus dans une vie qui semblait se dérouler comme dans un rêve. Un an après, on a effectivement déménagé dans cette maison-là, celle du rêve. C'était exactement la même maison que celle que j'avais vue dans mon sommeil. Et un an après cela, mon père a acheté une Mustang décapotable blanche, sans me le dire, alors que j'étais parti à l'université. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce rêve, et comment tout s'était déroulé exactement comme je l'avais vu dans cet état de demi-sommeil. Depuis cet événement, les rêves sont devenus moins spécifiques, mais ils sont toujours là. Aujourd'hui, ce sont plutôt des sortes de déjà-vu, mais avec plus de détails. Ce n'est plus aussi frappant que le rêve de la maison et de la voiture, mais il y a toujours cette sensation que je suis déjà passé par là, que j'ai déjà vécu ces moments avant qu'ils ne se produisent. C'est un peu déroutant, parce que, même si ce n'est pas aussi clair qu'auparavant, il y a toujours cette même sensation étrange, comme si mes rêves étaient une sorte de fenêtre sur un futur qui n'est pas tout à fait le mien, mais qui finit par se réaliser d'une manière ou d'une autre. Ce qui me frappe le plus, c'est que ces rêves ont toujours une sensation différente des rêves normaux. C'est comme s'ils étaient plus tangibles, plus réels. C'est une sensation difficile à expliquer, mais ça donne l'impression que quelque chose dans l'univers essaie de me dire quelque chose, même si je ne comprends pas toujours ce que c'est. Et même si les rêves sont moins précis maintenant, je sais qu'il y a quelque chose de particulier dans la manière dont ils se manifestent. Comme si, d'une manière ou d'une autre, ils m'orientaient sur le chemin que je devais suivre, ou me prévenaient de ce qui allait arriver. Quand j'avais environ 7 ans, mon frère aîné et mon père se préparaient à partir pour un long voyage, direction nos grands-parents, à environ 1000 km de chez nous. Je me souviens qu'ils étaient en train de faire leurs valises, de charger la camionnette et de se préparer pour la route. Mais à peu près une demi-heure avant leur départ, quelque chose de bizarre s'est produit. J'ai commencé à ressentir une angoisse profonde, une sensation accablante qu'ils allaient avoir un accident pendant le voyage. C'était comme si je savais que quelque chose de grave allait se passer. J'ai commencé à leur dire de ne pas partir, que j'étais convaincu qu'ils allaient avoir un accident, et je me suis mis à pleurer de manière incontrôlable. J'étais inconsolable,
même ma mère n'a pas réussi à me calmer tout de suite. Finalement, elle m'a offert un peu de glace pour apaiser ma nervosité, et ils sont partis malgré tout. Quelques heures plus tard, alors qu'ils étaient à environ 600 km de chez nous, un pick-up avec une remorque est soudainement sorti d'un chemin de terre juste devant eux. Pour éviter la collision, mon père a dû virer brusquement et se retrouver dans le fossé. Heureusement, tout le monde est sorti indemne et les dégâts étaient minimes. Ce qui me perturbe, c'est que nous faisions ce trajet régulièrement, plusieurs fois par an. Nous étions habitués à voyager en famille, et je n'avais jamais eu de mauvaises sensations à propos de ces voyages avant. Je n'avais jamais été inquiet quand mon père ou mon frère partaient en voyage, ni depuis. J'étais un petit garçon assez attaché à ma mère, en fait, mais ce jour-là, j'avais cette conviction que quelque chose de terrible allait se produire, et finalement, je n'avais pas totalement tort. C'est difficile à expliquer, mais c'était comme si je savais. Je commencerai par dire que je ne crois ni aux fantômes, ni aux esprits, ni aux enlèvements extraterrestres, ni au temps perdu, ou à tout ça. Mais, quand j'étais à l'université et j'avais une relation à distance avec ma copine qui vivait dans un autre état. On essayait de faire fonctionner les choses, mais à un moment donné, j'ai rompu avec elle. Même si je savais que c'était la bonne décision, je n'avais pas agi de manière appropriée, et je savais que je lui avais brisé le cœur. À ce moment-là, je travaillais dans un petit magasin de bricolage, en dehors de mes cours, et un jour, je suis allé chercher un truc dans le rayon électricité. C'est là que ça s'est passé. Quelqu'un a saisi ma main, et tout de suite, j'ai eu l'impression d'être visité par 3 esprits, un peu à la manière de Scrooge. C'étaient les fantômes de ma copine, du passé, du présent et du futur. Je voyais ma copine en train de pleurer lorsque je l'avais appelée pour rompre, dans sa chambre de dortoir. Je me souvenais de tout, ce qu'elle disait, la couleur de sa couverture, tout. Des années plus tard, on s'est retrouvés, et je lui ai raconté ce moment précis. Je pouvais compléter ses phrases sur ce qu'il s'était passé, des détails que personne d'autre, à part elle, ne connaissait. Puis il y a eu les fantômes du présent et du futur. Pour le présent, je me souviens d'une image floue, mais je crois avoir vu qu'elle était en train de passer à autre chose. Mais le futur, c'était impressionnant. J'ai vu qu'elle finirait par se marier avec un pilote de l'armée de l'air, adopter un enfant sourd de Chine, et vivre à Hawaï. Vraiment, c'était d'une précision effrayante. Quand tout ça a cessé, je me suis retrouvé dans l'allée du magasin, comme si rien ne s'était passé. Mais mes patrons étaient complètement perturbés. Ils pensaient que j'étais parti depuis 2 heures, car personne ne m'avait vu ou entendu pendant ce temps-là. Après que je leur ai demandé de vérifier les caméras, qui ne filmaient que les allées principales, ils ont vu que j'étais bien entré dans l'allée et que 2 heures plus tard, je l'avais quitté. Mais il n'y avait aucune image de moi pendant ces 2 heures. Personne n'était allé dans l'allée avant ou pendant ce laps de temps. Rien. Aucune explication logique. Ce moment m'a complètement perturbé. Le fait que ce qui s'est passé soit aussi détaillé, aussi réel dans les visions que j'ai eues, et que j'ai ensuite pu en discuter avec elle, ça m'a laissé sans voix. Quant à la perte de temps, c'était comme si ces 2 heures avaient tout simplement été effacées, et je ne pouvais expliquer pourquoi. Quand j'étais jeune, il y avait une colline près de chez nous, un endroit où mes amis et moi aimions descendre en vélo, en nous lançant sur le côté le plus raide. Ce jour-là, je me trouvais sur le côté habituel, en train de me préparer à dévaler la pente, quand un de mes amis m'a poussé brutalement pendant que j'étais sur mon vélo. J'ai percuté une pierre qui dépassait un peu près du sommet, et en un instant, moi et mon vélo avons commencé à dévaler la colline, roulant et roulant sans contrôle. Ce qui est étrange, c'est que pendant que je tombais, j'ai eu une expérience hors de mon corps. C'était comme si je m'étais détaché de moi-même, flottant au-dessus de la scène, observant mon propre corps et le vélo se tumbling en bas de la colline. C'était un peu comme regarder une scène de film, mais j'étais parfaitement conscient que c'était moi, que j'étais là, flottant en dehors de moi-même, tout en voyant chaque mouvement que je faisais en tombant. Je me souviens très distinctement d'avoir vu mon ami là-haut, debout au sommet de la colline, en train de rire. C'était comme si le temps ralentissait, et j'avais l'impression de pouvoir voir chaque détail, chaque mouvement. Puis, tout à coup, tout est redevenu normal, et quand j'ai ouvert les yeux,
je ne ressentais aucune douleur. Juste un profond choc. J'étais étendu au bas de la colline, sans comprendre immédiatement ce qui venait de se passer. Pendant environ 30 minutes, je suis resté là, dans un état de confusion totale, avant de commencer à réaliser que tout ça avait vraiment eu lieu. C'était comme si une partie de moi-même avait observé l'incident de l'extérieur, alors que l'autre partie se demandait comment j'avais pu atterrir aussi loin en bas sans me faire mal. Il m'a fallu un moment avant de réaliser qu'il n'y avait aucune douleur, mais le choc était là, bien présent, comme si mon corps avait été vidé de ses sensations pendant un instant. Une fois que j'ai compris ce qui s'était passé, j'ai essayé de me relever, mais mes genoux tremblaient encore. Quant à mon soi-disant ami, il n'a jamais vraiment expliqué pourquoi il m'avait poussé. Et moi, je n'ai jamais pu oublier ce moment où j'ai observé ma propre chute, comme un spectateur, impuissant et détaché. Un jour, je faisais des courses avec ma mère, une journée assez banale. On s'arrête dans un marché de fruits et légumes pour acheter quelques produits, et on arrive dans le rayon des tomates. À ce moment-là, je remarque une tomate particulièrement grosse et déformée, alors je lève le bras et je la prends pour l'examiner de plus près. Je la retourne, et là, je découvre une énorme tache pourrie en dessous, c'était tout vert et tout mou. J'ai décidé de la reposer et de continuer mes courses. Nous avons payé nos articles et sommes partis. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment étranges. Avant de rentrer à la maison, on s'arrête dans un supermarché pour acheter quelques autres produits. Je me retrouve dans le rayon des fruits et légumes, et là, dans la pile de tomates, je vois une tomate qui ressemble de façon inquiétante à celle que j'avais vue au marché. C'était exactement la même forme, la même taille, et même la même tache pourrie, verte et dégoûtante. À ce moment-là, un sentiment super étrange m'a envahi, comme un étrange déjà-vu. J'ai pris cette nouvelle tomate, et je vous jure que c'était exactement la même tomate. Même grosseur, même déformation, même pourriture. Je suis resté là, stupéfait, à la tenir dans mes mains, et je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Ma mère pensait que j'étais devenu fou et m'a simplement dit de laisser tomber, mais j'étais trop perturbé pour ignorer ça. Il fallait que je partage cette expérience, même si ça a l'air absurde. Mais honnêtement, j'ai la certitude que j'ai pris la même tomate dans deux endroits différents, à une heure d'intervalle. Je ne sais pas si c'était une coïncidence, ou si j'avais traversé une sorte de brèche dans l'espace-temps, mais c'était bien la même tomate. Alors voilà, une histoire totalement bizarre de tomate interdimensionnelle. Un jour, ma femme et moi avons vécu plusieurs de ces glitches dans la matrice, tous dans un laps de temps très court, certains ensemble, d'autres séparément. Le plus effrayant, celui qui nous hante encore, s'est passé un après-midi alors que nous cherchions désespérément la télécommande de notre climatiseur pour rafraîchir le salon. Nous avons fouillé partout, puis avons décidé de vérifier sous le canapé. Juste au moment où je m'apprêtais à allumer la lampe de poche de mon téléphone, un ami m'a appelé. J'ai décroché, et il m'a dit qu'il était dehors, alors je suis immédiatement descendu pour le retrouver. Voici la partie vraiment flippante, ma femme jure que, dans sa réalité, à cet instant précis, au lieu de recevoir ce coup de fil comme dans la mienne, j'ai allumé ma lampe de poche, j'ai regardé sous le canapé avec elle, et nous avons trouvé la télécommande ensemble. Nous avons même célébré un peu, avant que mon ami m'appelle et que je parte dehors. Quand je suis revenu, j'ai remarqué que l'air conditionné tournait. Je lui ai demandé où était la télécommande. Elle m'a regardé d'un air agacé, en me disant « Qu'est-ce que tu veux dire par où elle était ? C'est toi qui m'as aidé à la retrouver, il y a quelques minutes. » Je suis sûr que j'ai blêmi en lui expliquant que non, j'avais reçu cet appel plus tôt, et que j'étais resté dehors avec mon ami pendant tout ce temps. J'ai même montré l'historique de mes appels pour prouver mes dires. Là, elle a blêmi à son tour et elle a juré sur sa vie que je l'avais bien aidé à trouver la télécommande avant de partir dehors. Mais elle n'arrivait pas à expliquer pourquoi, dans sa réalité, tout s'était passé différemment. C'était comme si, dans son monde, je n'étais jamais sorti et que j'avais participé à la recherche. On était tellement perturbés qu'on a cessé d'en parler, mais je peux te dire que ça nous a glacés. On avait des frissons, ça nous donnait la sensation de perdre la tête. C'était comme si on était coincé dans deux réalités parallèles,
et on était tous les deux absolument convaincus que la réalité qu'on vivait était la vraie. Nous ne savons toujours pas qui était cet autre, moi, qui était là à ma place, pendant que j'étais dehors. Mais, clairement, quelque chose de bizarre s'était passé. C'était comme un glitch dans le système. Après cet événement, nous avons eu quelques autres glitches assez effrayants, mais chacun d'entre nous a vécu des choses séparément à d'autres moments. Ces expériences ont continué quelques jours, comme si un bug dans la matrice avait provoqué une série d'événements étranges, avant que tout ne se stabilise et que les choses redeviennent normales. On aurait dit qu'on avait perturbé un peu le programme, et que cette première anomalie avait eu un effet domino, créant d'autres failles dans la réalité, jusqu'à ce que l'univers rétablisse l'ordre. C'était effrayant, mais en même temps vraiment fascinant et intriguant. Je n'arrive toujours pas à penser à cette nuit sans ressentir une peur profonde, presque primale, liée à l'inconnu. Comme si, à ce moment-là, j'avais eu un aperçu d'une réalité qui n'était pas censée exister pour nous. Ce n'est pas seulement de la peur, c'est de l'appréhension face à l'idée que tout ce que nous connaissons pourrait n'être qu'une simulation, une illusion, et que ce que j'ai vu cette nuit-là pourrait bien être un dysfonctionnement ou même une simple visite des créateurs de cette simulation. C'était pendant mes années de lycée, avec un ami, sur l'autoroute K10, entre Kansas City et Topeka. Il était environ 1h du matin, et la route était presque vide. Le ciel était dégagé, la lune éclairait la route, et l'atmosphère était calme, presque irréelle. Au cours du trajet, je regardais à travers la fenêtre passager, comme on le fait quand on s'ennuie dans la voiture. Puis, tout à coup, quelque chose m'a frappé. À environ 300 mètres de la route, au-dessus de la ligne des arbres, je vois un immense objet noir, flottant à une centaine de mètres du sol. C'était un triangle parfait, composé de 3 longues poutres sombres, chacune de près de 20 mètres. À l'intérieur du triangle, des lumières clignotaient dans un ordre précis, alternant entre des couleurs vives, rouge, vert, jaune, blanc. C'était comme un signal codé, ou peut-être un moyen de tester quelque chose. C'est là que tout a basculé. Ce n'était pas un avion, pas un hélicoptère, ni aucun autre appareil connu. Ce n'était pas juste un objet non identifié. C'était comme un bug, une anomalie dans la simulation, quelque chose qui ne devrait pas être là, ou du moins, pas sous cette forme. Une impression étrange m'a envahi, comme si cet objet savait que nous l'observions, comme s'il y avait une conscience derrière ce phénomène. J'ai immédiatement demandé à mon ami de regarder. Il a vu la même chose, et il m'a dit que ça lui faisait froid dans le dos. Moi aussi. La sensation d'être observé, mais pas d'une manière banale. Ce n'était pas simplement un ovni, c'était comme si cette entité ou ce qui que ce soit nous testait, ou peut-être simplement faisait de la maintenance dans notre réalité, comme on répare un bug dans un programme informatique. L'objet est resté parfaitement immobile, sans bruit. Aucune vibration, aucune ondulation dans l'air. C'était comme si le temps lui-même était suspendu autour de nous. Aucun moteur, aucun hélice, juste un vide total. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi étrange. Je crois qu'une part de moi a compris que ce n'était pas une simple visite d'une intelligence extérieure, mais une intervention. C'était comme si nous n'étions que des personnages dans un univers virtuel, et que, parfois, les créateurs viennent réparer ou ajuster la simulation. Je voulais filmer, mais une peur irrationnelle m'en a empêché. Je me suis dit, et si c'était ça, la frontière entre le réel et l'illusoire? Et si filmer nous exposait à quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir, quelque chose de plus grand que nous? Une conscience qui contrôle les rouages de cette simulation? Je n'ai pas voulu interagir avec ça de quelque manière que ce soit, même si, en y repensant, je regrette de ne pas avoir capturé ce moment. Mais une autre partie de moi savait que filmer aurait pu briser quelque chose, comme une règle non écrite dans ce monde étrange. Finalement, après quelques minutes, l'objet a disparu derrière les arbres, et je n'ai pas pu m'empêcher de relâcher un soupir de soulagement. Mais ce sentiment de bug persiste. Je me demande toujours, est-ce que c'était un simple phénomène d'observation, ou est-ce que, pendant quelques instants, nous avons été témoins de quelque chose de plus grand? Une faille dans la simulation? Ou bien un test, une réparation effectuée par des entités qui créent et surveillent cette réalité? Peut-être que tout ça n'est qu'un accident, une simple maintenance,
mais quelque chose en moi sait que ce n'était pas juste une coïncidence. Le plus étrange dans tout ça, c'est la sensation de ne jamais vraiment revenir dans la même réalité après cet instant. C'était comme un petit glissement, une fraction de seconde où j'ai eu l'impression de voir la trame sous-jacente de tout ce que nous appelons réalité, et que, parfois, ceux qui ont créé cette simulation viennent y jouer, la tester, et nous, simples participants, n'en savons rien. Quand j'étais en première année à l'université, j'ai vécu quelque chose de vraiment perturbant qui, encore aujourd'hui, me laisse perplexe. Je n'y crois toujours pas, mais je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, et je me demande parfois si ce n'était pas une sorte d'interférence dans la simulation. Ce jour-là, je suis arrivé un peu plus tôt pour mon premier cours et, comme il y avait une autre classe qui se déroulait dans l'auditorium, j'ai décidé de m'installer sur un banc à l'extérieur pour patienter. Je suis allé jeter un œil à l'heure sur l'horloge du bâtiment avant de m'installer. Tout semblait normal. Il y avait une autre personne sur le banc, une vieille femme, d'environ 65 ans, qui me fixait intensément. Elle portait des vêtements lourds, alors qu'il faisait encore assez chaud, et son regard était étrange, comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas. Je ne pensais pas trop à ça au début, mais plus je m'installais, plus son regard devenait inconfortable. Je n'avais jamais vu cette femme avant, et l'idée qu'elle m'observait si intensément me mettait mal à l'aise. C'était comme si elle était là pour une autre raison que d'attendre le début d'un cours. J'ai essayé de l'ignorer et de lire un livre, mais chaque seconde, elle ne cessait de me fixer. Et plus elle me regardait, plus je commençais à me sentir étrange. C'était comme si une brume s'installait dans mon esprit. La pièce semblait se distordre, et soudain, j'ai eu cette sensation de perdre toute notion du temps. Je me sentais complètement perdu, comme si les secondes se dissipaient autour de moi, et le monde devenait plus flou. J'entendais des bruits lointains, mais rien de précis. C'était presque comme si j'étais dans un état entre l'éveil et le sommeil, mais sans pouvoir m'en réveiller. Je commençais à ressentir un malaise physique, comme si mes perceptions étaient modifiées. Je savais que le temps passait, mais il me semblait que tout était déconnecté, que je perdais pied dans une réalité alternative ou manipulée. Tout devenait flou. Je me sentais presque comme si quelqu'un était en train de manipuler le code de la réalité autour de moi. C'était un sentiment très étrange, comme si quelqu'un, ou quelque chose, jouait avec ma perception du monde. Puis, après un moment que je ne pouvais pas vraiment définir, l'heure sonna, annonçant le début de mon cours. Je me suis levé, encore un peu désorienté, et je suis entré dans l'auditorium. En traversant la porte, j'ai vu un ami de ma classe me saluer. Il m'a regardé avec un air surpris et m'a dit « T'es sûr que tu es dans ce cours depuis le début du semestre ? Je ne t'avais jamais vu ici. » J'ai rigolé nerveusement et lui ai répondu « Ouais, je suis là depuis le début. On doit juste ne pas s'être croisés. » Mais tout de suite après, quand le professeur est entré, j'ai réalisé que c'était une personne que je n'avais jamais vue. Cela m'a choqué, et j'ai eu l'impression d'être dans une sorte de mauvais rêve. Je me suis excusé, disant que j'avais probablement pris la mauvaise porte, mais en sortant, j'ai découvert quelque chose d'encore plus étrange. Je n'avais pas du tout pris la mauvaise porte. J'étais exactement dans la salle où je devais être, mais il s'était passé quelque chose. La femme, qui était là quelques minutes avant, avait disparu, tout comme le banc. Mais ce qui m'a vraiment perturbé, c'est que, en regardant ma montre et l'horloge de l'université, j'ai constaté qu'il était désormais 2 heures plus tard que l'heure où je pensais être arrivé. Non seulement j'avais raté mes cours précédents, mais j'étais également en retard pour mon prochain cours, qui se trouvait de l'autre côté du campus. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Je n'avais pas dormi, je n'avais pas perdu la notion du temps, et pourtant, il s'était écoulé 2 heures. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que pendant tout ce temps, cette femme m'avait observé sans un mot, sans bouger, avec une intensité effrayante. Je n'ai pas d'explication logique à ce qui s'est passé. Et ça me fait penser qu'elle était peut-être une sorte d'entité, une présence qui, pour une raison ou une autre, avait perturbé le flux temporel autour de moi. Peut-être que c'était une sorte de bug dans la simulation, une intervention de ceux qui la maintiennent, une sorte de test ou une vérification. Mais le plus troublant, c'est que la réalité semblait modifiée autour de moi, et que cette femme en faisait peut-être partie. Une figure étrangère,
une observatrice, ou pire, un agent d'un monde qui n'était pas le mien. Je ne saurai jamais vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, mais chaque fois que j'y repense, cette idée que j'ai été interrompu dans ma propre réalité me terrifie autant qu'elle me fascine. Il m'arrive parfois de recevoir des bribes de conversation ou des souvenirs qui ne se réalisent que des années plus tard, et parfois, ces souvenirs me donnent des frissons. Parfois, les mêmes événements se répètent exactement de la même manière au fil des ans, et parfois ils vont au-delà de ce dont je me souviens initialement. C'est comme si le temps se superposait, avec des instants qui, d'une façon ou d'une autre, refaisaient surface. Une fois, alors que j'étais malade, j'étais dans un état semi-hallucinatoire, et une mémoire m'est apparue. C'était une sensation d'être observé dans des bois, sous une lumière de lune éclatante. Il y avait des fragments de phrases, mélangés à cette vision, et sur le moment, je pensais que c'était juste une expérience étrange, sans réelle signification. Mais cette année, j'ai commencé à remarquer que plusieurs de ces mots et phrases revenaient de plus en plus fréquemment dans ma vie quotidienne, comme si j'étais déjà en train de vivre ce qui m'était destiné. Tout s'est arrêté brusquement au début du mois de mars. Au début de mars, j'ai fait une randonnée d'entraînement pour un voyage à Filmon. Ce jour-là, la scène que j'avais imaginée des années auparavant, sous la lumière de la lune, s'est exactement reproduite. La température est tombée brutalement, de 15 à 60 degrés, et il faisait d'une tranquillité presque surnaturelle, avec un air tellement calme que ma respiration formait de la buée. Puis, ce sentiment étrange est revenu, celui d'être observé, juste à la limite de mon champ de vision, dans une forêt silencieuse. J'ai passé la nuit à me retourner dans ma tente, sans vraiment dormir plus d'1 heure. Il y a eu aussi un bruit, un grand craquement, comme si une branche ou quelque chose de lourd tombait près de moi. La terre a vibré sous mes pieds, mais au matin, il n'y avait aucune trace de ce qui avait pu faire ce bruit. Par-dessus tout, pendant la nuit, j'ai été réveillé par des bruits de pas lourds, comme si une créature gigantesque marchait autour de ma tente, accompagnée de souffles profonds, comme un souffle rauque et lourd. Je n'ai pas osé sortir tout de suite, mais le matin, plusieurs de mes camarades de randonnée m'ont dit qu'ils avaient eux aussi entendu ces bruits de pas. Aucun signe, aucun indice, aucune empreinte. Ce qui m'a perturbé, c'est que cette sensation, ce pressentiment d'être observé, m'a semblé si familier, comme si j'étais déjà passé par là, comme si ce moment faisait partie d'un cycle étrange. Une nuit, je m'entraînais seul dans mon salon, dans le noir total. La seule lumière venait de la télé. J'étais debout, entre 2 séries, en train de regarder l'écran, quand je me suis baissé pour ramasser les haltères. C'est alors que j'ai vu une petite balle blanche tomber lentement devant moi, comme une balle de ping-pong. Quand je dis lentement, c'était vraiment bizarre, la chute semblait se faire à un quart de la vitesse normale d'une balle de ping-pong. Elle est tombée presque en apesanteur, sans se précipiter. Quand la balle a frappé le carrelage, ça a produit exactement le même bruit qu'une balle de ping-pong qui rebondit sur du carrelage. Elle a rebondi plusieurs fois, et à chaque fois, le son était parfaitement distinct. Un bruit sec et vif, exactement comme celui qu'on entend dans une salle de ping-pong. C'était tellement précis, tellement réaliste. Sur le coup, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis précipité pour la ramasser, mais impossible de la retrouver. Je me suis mis à fouiller autour de moi, en allumant les lumières, pensant qu'elle avait peut-être roulé quelque part, mais il n'y avait rien. Pas une balle, pas de traces, rien. Je me suis dit que j'avais dû imaginer ça, ou que c'était juste une illusion, mais plus je réfléchis à cet instant, plus je suis certain d'avoir vu quelque chose. Un vrai frisson me parcourt rien que d'y repenser. Même après y avoir pensé pendant des jours, je n'ai toujours aucune explication logique à ça. J'ai l'impression que la balle a disparu comme si elle n'avait jamais existé, mais ce bruit était trop réel pour que ce soit juste mon imagination. Je me demande si ce n'était pas quelque chose d'autre, une sorte de présence invisible, un phénomène que je n'ai pas encore compris. Il y a près de 20 ans, ma meilleure amie et moi étions partis camper avec ma famille dans un endroit où nous avions tous les deux grandi. C'était un lieu qu'on connaissait parfaitement, et on y allait depuis notre enfance.
Le terrain de camping était en bord de mer, juste à côté d'une dense forêt, et l'endroit était tellement familier que l'on se sentait presque chez nous là-bas. Ce soir-là, vers minuit ou 1h du matin, on a décidé de partir à l'aventure. Comme des petits délinquantes, on avait envie de fumer un joint à l'écart du camping, loin des regards. On s'est donc dirigé vers un parc à 5 minutes à pied, juste sur la plage, avec la forêt qui commençait là. L'air était frais, la mer agitée, mais on n'y prêtait pas trop attention. Après avoir fini de fumer, on s'est allongé sur la plage, observant les étoiles. Tout semblait calme, jusqu'à ce qu'on remarque quelque chose au bout du chemin, à environ 50 mètres dans la forêt. C'était difficile à décrire, mais on a vu une sorte de phénomène étrange qui a rapidement attiré notre attention. Soudainement, environ 6 orbes de lumière se sont matérialisés, en ligne horizontale, au bout du sentier, juste en bordure de la forêt. Elles flottaient là, immobiles au début, avant de commencer à se déplacer vers nous. Ce qui était le plus perturbant, c'est qu'elles n'émettaient aucune lumière, pas de faisceau comme une lampe de poche, ni de halo comme une bougie. Les arbres autour ne s'éclairaient pas, il n'y avait aucune source de lumière visible, juste ces boules blanches, presque éthérées, qui se déplaçaient à une vitesse régulière. Le plus étrange, c'était la sensation immédiate de malaise. C'était comme si quelque chose de mauvais s'approchait de nous. Sans réfléchir, on s'est mis à courir dans l'autre direction, tout en jetant des regards par-dessus notre épaule. Mon amie a insisté qu'elle avait vu les orbes se former en cercle et descendre vers le sol, mais on n'a pas osé revenir tout de suite. Après quelques minutes, on a pris la décision de retourner sur place, armés de torchers et de bâtons, prêts à affronter ce qu'on venait de voir. Mais à notre retour, il n'y avait plus rien. Absolument rien à signaler. Aucun signe des orbes, aucune trace de ce qu'on avait observé. Le sol était calme, la forêt semblait encore plus dense, comme si rien n'avait bougé. Je tiens à préciser que ce n'était pas un endroit où l'on pouvait voir des lucioles, et même si quelqu'un avait pu être derrière ces lumières, les orbes se déplaçaient d'une manière impossible pour un être humain dans une forêt aussi sombre. Aucun être humain ne pouvait se déplacer aussi rapidement à travers les arbres dans une nuit aussi noire, sans émettre le moindre bruit. Aujourd'hui, je suis dans la trentaine, marié et avec une famille. Mais chaque fois que je retrouve mon ami, on en parle encore. On secoue la tête, on se regarde, sans vraiment savoir comment expliquer ce qu'on a vu. Après une réunion parents-professeurs, ma mère disait au revoir à mon père avant de me ramener à la maison, et je me suis mis à observer les enfants autour de l'école. C'est alors que j'ai vu un homme qui m'a immédiatement frappé comme étrange. Il était grand, chauve, et portait un t-shirt avec ce qui ressemblait à une salopette orange tirée en bas. Ce qui m'a intrigué, c'est ce qu'il tenait dans sa main. Je n'arrivais pas à bien voir, alors je suis resté là, à le fixer, essayant de comprendre ce qu'il faisait. Il a marché d'un pas rapide, droit vers un garçon qui semblait être dans la cour, l'a saisi par les cheveux d'une main et a levé ce qui semblait être une hache. C'était un geste brutal et précis. À ce moment-là, mon cœur a raté un battement. Un camion est alors arrivé et s'est garé juste entre moi et la scène, et j'ai ressenti une horrible sensation dans l'estomac, comme si quelque chose de terrible allait se produire. J'ai attendu. J'ai attendu des cris, de l'agitation, quelque chose. Tout mon corps se préparait à entendre ce bruit affreux, à voir une réaction. Mais quand le camion a enfin bougé et que la vision est redevenue claire, il n'y avait plus personne. Aucun cri, aucune agitation. Le garçon n'avait pas été touché, et il n'y avait aucune trace de ce que j'avais vu. Il n'y avait même pas d'homme. C'était comme si l'instant où j'avais regardé avait été effacé. Personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. Les enfants jouaient, les parents discutaient, et l'école continuait son rythme normal. C'était comme si tout cela ne s'était jamais produit. Je me suis retrouvé là, debout, les mains moites, sans comprendre ce qui venait de se passer. C'était une expérience tellement nette, tellement réelle, que je n'ai pas pu l'ignorer. Pourtant, il n'y avait aucune preuve que quoi que ce soit de ce que j'avais vu ait réellement eu lieu. J'ai essayé d'en parler à ma mère plus tard, mais elle a simplement pensé que c'était un malaise ou un fantasme d'enfant. Elle ne comprenait pas, et même moi, j'avais du mal à y croire. Pourtant, je sais ce que j'ai vu.
J'ai vu cet homme, cette hache levée, et j'ai ressenti cette terreur glacée dans mon ventre. Mais il n'y a jamais eu d'attaque, ni de victime, ni de témoin. C'était comme si cette scène avait été une illusion, un mirage, mais d'une clarté absolue. Quand j'étais petit, j'avais un ballon rouge que j'avais probablement gardé d'un anniversaire, et je l'avais rangé dans mon placard, enfoui sous des vêtements, des chaussures, et d'autres affaires. Ce ballon ne flottait plus, bien sûr l'hélium avait disparu depuis longtemps, et à ce moment-là, je l'avais juste laissé là, comme une sorte de balle. Je me souviens très bien du jour où ça s'est passé, parce que je cherchais quelque chose dans mon placard et j'ai vu ce ballon rouge, là, tout plat et inerte, juste posé là, coincé parmi les autres objets. Il était presque comme oublié, sans vie, mais je n'y pensais pas vraiment à ce moment-là. Plus tard dans la soirée, ma mère et moi étions assises sur le canapé, blottis ensemble, à regarder la télévision. Tout à coup, nous avons toutes les deux vu le ballon rouge sortir de ma chambre, flottant lentement dans le couloir. C'était tellement soudain et étrange. Le ballon se déplaçait tout seul, sans aucune explication, et il se dirigeait tout droit vers le salon. Puis, bizarrement, il s'est arrêté, là, à la fin du couloir. Il flottait là, immobile, comme s'il nous fixait, comme s'il nous observait. C'était vraiment dérangeant. Je me souviens que ma mère et moi, on s'est regardés, toutes les deux figées, totalement horrifiées. Aucune de nous n'a osé bouger ni même parler. On était juste là, à regarder ce ballon suspendu dans l'air, incapable de comprendre comment c'était possible. Je ne sais même plus comment on a réagi après ça. Je crois que, finalement, ma mère a pris le ballon et l'a ramené dans ma chambre, mais je n'en suis pas sûr. Ce qui me marquait le plus, c'était cette sensation de ne pas avoir de réponse, de ne pas comprendre ce qui venait de se passer. Ce ballon, qui était censé être sans vie, avait bougé tout seul, sans raison apparente. Et comment il s'était arrêté si soudainement, là, à nous fixer? C'était comme si quelque chose d'inexplicable s'était produit sous nos yeux, mais on n'avait rien pu faire. Aujourd'hui, chaque fois que je repense à cet instant, j'ai toujours un frisson. Il n'y a aucune explication logique à ce phénomène. Le ballon ne flottait plus, il n'y avait pas d'air pour le pousser, et pourtant il a bougé. C'était lors de vacances à Hawaï, il y a quelques années, et j'ai failli me noyer. Je ne suis pas une nageuse très forte, et l'eau était assez agitée, au point que des panneaux interdisant le surf avaient été installés. Lors d'une excursion en voiture sur l'île, je voulais m'arrêter quand j'ai vu quelques personnes dans l'eau. Au début, c'était amusant, mais après quelques minutes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus personne autour de moi et que la marée m'avait emporté bien plus loin que je ne l'avais réalisé. J'ai commencé à paniquer. Je tentais de nager vers la plage, mais chaque mouvement me faisait m'éloigner davantage à cause de la marée. Mon ex-petit ami était sur la plage, en train de rigoler. Je criais chaque fois que ma tête sortait de l'eau, mais il m'a dit après qu'il pensait que je m'amusais. Je savais qu'il avait peur de l'océan, des requins, et je suis sûr que c'est pour ça qu'il n'a même pas essayé de m'aider. J'étais complètement épuisé, mes bras et mes jambes semblaient en caoutchouc, je n'avais plus de force. J'ai cessé de lutter, pris une grande inspiration et j'ai commencé à couler. En descendant, je regardais la lumière du soleil s'éloigner de plus en plus à la surface, et tous les petits particules autour de moi. Puis, j'ai jeté un dernier regard vers l'obscurité de l'océan et j'ai pensé, c'est ainsi que je vais mourir? C'était irréel. Puis, soudainement, la pensée de mon ex-petit ami, là-bas sur la plage à rigoler, m'a frappé. Je me suis dit, c'est lui qui va annoncer à ma mère que je suis morte. À ce moment-là, j'ai eu un sursaut d'énergie, un besoin presque primal de m'en sortir. J'ai commencé à nager, désespérément, vers la surface. Quand j'ai enfin émergé, je nageais aussi vite que possible vers la plage, mais à la dernière seconde, la marée m'a encore tiré vers l'extérieur. J'ai continué à nager, épuisé, quand tout à coup, je jure que c'était comme si la main de Dieu m'avait saisi, et j'ai été propulsé, comme une balle de bowling, par une immense vague qui m'a ramené vers le rivage. Je me suis agrippé au sable en me battant contre les vagues qui cherchaient à me ramener en mer. Je suis resté là, sur le ventre, pendant 10 minutes, le cœur battant.
Quand mon ex est venu vers moi en me demandant si ça allait, je lui ai crié non. Je vais pas bien. Quand je suis sorti de l'eau, j'étais en bikini, un t-shirt et un short. Mais, quand j'ai atterri sur la plage, il ne me restait que mon bikini et mon t-shirt. Il m'a fallu une bonne demi-heure pour arrêter de trembler. Et aujourd'hui encore, je jure que c'était la main de Dieu qui m'a sauvé ce jour-là. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. C'était le moment où je quittais la maison de mes parents pour emménager dans un appartement avec des colocataires. Mon petit ami m'aidait à déménager, et on utilisait sa voiture pour transporter toutes mes affaires. On avait déjà fait un premier voyage pour amener quelques trucs à mon nouvel appartement, puis on est retourné chez mes parents pour récupérer le reste de mes affaires et repartir. Le seul problème, c'est qu'on n'arrivait plus à retrouver la clé de sa voiture. On a fouillé partout, à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture, dans la maison, partout où on avait été, la clé n'était nulle part. C'était un peu stressant, car on avait tout ce qu'il fallait pour finir le déménagement, sauf cette fichue clé. On a fini par perdre patience, et je ne me souviens même plus comment on est revenu à mon nouvel appartement. Mais on est reparti de là, et on a commencé à déballer mes affaires. C'est en ouvrant la première boîte que je suis tombé sur la clé manquante. Elle était là, comme si elle avait toujours été dans la boîte, comme si elle n'avait jamais disparu. J'étais complètement sidéré. On l'avait cherchée partout, on l'avait retournée, fouillé tous les coins, et elle se trouvait dans une boîte parmi mes affaires. C'était comme si la clé avait décidé de se cacher pour un moment avant de se révéler à nous, comme par magie. Ce n'est pas aussi étrange que les autres histoires, mais voici la mienne. J'étais passager dans la voiture de ma mère, et on attendait au feu à un carrefour hanté. Les feux sont positionnés un peu plus loin sur la route, ce qui fait qu'on ne peut pas voir la circulation autour du coin. En plus, il y a des haies énormes qui bordent les trottoirs, donc c'est un coin complètement aveugle. Les feux passent au vert, mais ma mère ne bouge pas tout de suite, gardant le frein appuyé. Je lui demande si elle a vu que les feux étaient verts, elle me répond oui. Quelques secondes passent encore. Je lui demande pourquoi elle ne démarre pas alors. Le conducteur derrière nous commence à klaxonner pour nous faire savoir qu'il faut y aller. Mais elle ne bouge toujours pas. Je lui demande si tout va bien quand, soudain, une voiture surgit devant nous, traversant l'intersection à toute vitesse, visiblement en grillant le feu rouge. Je n'avais aucune idée de la vitesse à laquelle la voiture roulait, mais je savais qu'elle aurait causé de gros dégâts si elle nous avait percutés, surtout que ma mère était du côté où la voiture aurait frappé directement. C'était un accident qui aurait été catastrophique, c'était évident. Le truc vraiment bizarre, c'est qu'il n'y avait absolument aucun signe indiquant que cette voiture arrivait. Là où je vis, les gens ne grillent pas les feux rouges, surtout pas à ce genre de carrefour. Ça ne se produit jamais. J'étais vraiment déconcerté. Alors, je demande à ma mère comment elle savait que la voiture allait griller le feu. Elle me répond qu'elle ne savait pas, qu'elle n'avait aucune idée, mais qu'elle avait eu un instinct. Un pressentiment, quelque chose qui lui disait de ne pas avancer. Aujourd'hui encore, elle ne peut pas expliquer pourquoi elle a attendu. C'était comme si, à cet instant précis, elle savait qu'il fallait rester immobile. Elle ne l'avait pas prévu, ce n'était pas une décision rationnelle. Il y a quelque temps, quelque chose de très étrange m'est arrivé, et je n'ai jamais réussi à l'expliquer. C'était un jour où je me trouvais avec ma sœur, assise sur les gradins d'un stade. Nous étions installés un peu plus haut, et si quelque chose tombait entre les marches, il disparaissait totalement sous la structure des gradins, car il y avait une sorte de clôture en chêne qui empêchait quiconque d'aller sous les sièges. Si ça tombait là, c'était fini, impossible de récupérer quoi que ce soit. Bref, on rigolait, on se chamaillait un peu comme deux sœurs, et soudain, dans un mouvement brusque, j'ai envoyé ma main en arrière. Je portais une bague sur mon doigt droit, mais elle était un peu grande, elle ne tenait pas vraiment bien. Au moment où j'ai agité ma main, la bague a volé en l'air et j'ai entendu un petit bruit métallique, elle a frappé les marches des gradins. C'était ma bague préférée, alors j'ai immédiatement allumé ma lampe torche et j'ai commencé à chercher, espérant qu'elle n'était pas tombée dans l'espace entre les marches.
Une dame qui était assise juste derrière nous avait vu ce qui s'était passé et elle a proposé son aide. On a fouillé pendant un bon moment, mais la bague était introuvable. Je me suis rapidement rendu à l'évidence, elle avait dû tomber entre les marches et je ne la reverrai jamais. Un peu déprimé, je suis resté là, sans savoir quoi faire. Les minutes passaient et je commençais à accepter que cette bague était perdue pour toujours. C'est alors que, sans vraiment y penser, j'ai mis mes mains dans mes poches de veste. En sortant ma main droite, je sens quelque chose de dur dans la poche. Je le prends, et c'était ma bague. J'ai littéralement eu le souffle coupé. Comment avait-elle bien pu se retrouver dans ma poche, alors qu'elle avait clairement volé plusieurs pieds à ma droite, qu'elle avait frappé le sol des gradins et que je n'avais pas eu le temps de la ramasser? Je n'arrive toujours pas à l'expliquer. Elle était là, comme si elle s'était simplement téléportée dans ma poche, sans raison logique. À ce jour, je n'ai toujours aucune explication pour ce phénomène, mais je la garde précieusement, car c'est l'un des mystères les plus étranges que j'ai vécus. Cela s'est passé il y a quelques années, probablement entre 2015 et 2016. Je ne partage pas souvent ce que j'ai vu, car je sais que beaucoup de gens vont simplement me prendre pour un fou. J'en ai parlé à quelques personnes, mais il n'y avait aucun autre témoin et je n'avais pas un téléphone assez performant pour prendre des photos dans l'obscurité, juste un vieux portable avec un clavier coulissant. Bref, il était environ entre 22h et minuit, et je me trouvais sur le petit parking en terre d'une réserve naturelle, à environ 1 kilomètre de chez moi. Je me suis rendu là-bas pour fumer un joint, et je suis assis sur le haillon de mon pick-up, en train de préparer mon bol. Détail important, je n'étais pas sous l'effet de quoi que ce soit au moment où j'ai vu ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu un objet volant que je n'ai pas pu identifier. Le ciel était partiellement nuageux et l'objet que j'ai vu peut être décrit comme un feu de camp dans le ciel. Il était orange, jaune et rouge, et semblait se déplacer comme un feu qui brûle, avec des ondulations et des mouvements fluides. L'émoji de feu se rapproche assez de sa forme générale. Cet objet a descendu lentement à travers les nuages et j'ai pu voir la lumière qu'il projetait illuminer les nuages en passant à travers. Il se déplaçait très doucement et s'est arrêté net dès qu'il a franchi le bas des nuages. À ce moment-là, l'objet semblait flotter dans un endroit fixe sous les nuages. J'ai essayé de prendre une photo, mais mon appareil photo n'a pas détecté la lumière, car l'objet était trop éloigné. J'étais super excité et je pensais, oh mon Dieu! C'est ma chance de contacter des extraterrestres. Je dois essayer de leur envoyer un signal et les amener plus près, peut-être qu'ils voudront fumer avec moi. L'objet semblait être conscient que je l'observais, car il est resté là, immobile dans le ciel, sans bouger. Après avoir réfléchi un instant, j'ai pensé que le meilleur moyen de signaler serait de lever mon téléphone et d'appuyer sur un bouton pour allumer l'écran. C'est exactement ce que j'ai fait. Dès que l'écran de mon téléphone s'est allumé, l'objet a décollé à une vitesse inimaginable, bien plus rapide que tout ce que l'humain peut faire. Il s'est déplacé en forme de J, montant à travers les nuages, probablement pour repartir dans l'espace. L'accélération était instantanée, rien de ce que l'humanité a ne peut se déplacer de cette manière. Il y a quelques autres personnes dans ma région qui ont vu un objet similaire qu'elles ne peuvent décrire autrement que comme un feu de camp dans le ciel, avec des capacités de mouvement qui semblent totalement au-delà de ce que nous connaissons sur Terre. Il y a plusieurs années, je suis parti pour un voyage d'affaires d'1 semaine. À l'époque, j'avais commencé à soupçonner que mon petit ami n'était pas fidèle, ce qui me rendait particulièrement nerveuse à l'idée d'être absente aussi longtemps. Le matin où je revenais, le téléphone de la chambre a sonné. C'était lui. Ce qui était étrange, car notre habitude était de nous appeler le soir, donc j'étais immédiatement sur mes gardes. Puis, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, il n'appelait pas de chez lui. Les bruits de fond étaient tout simplement bizarres, comme s'il n'était pas à la maison, si ça a du sens. Je l'ai confronté, et là, il m'a avoué qu'il était sorti la veille, avait trop bu, et qu'il s'était laissé ramener par une inconnue chez elle, ne sachant même pas son nom, ni où il se trouvait ni où était sa voiture. J'étais abasourdi. Il était dans un état déplorable, mais j'ai réussi à lui faire avouer qu'il m'avait trompé avec quelqu'un d'autre aussi. C'en était trop pour moi,
je lui ai dit que c'était fini et que je lui souhaitais bonne chance pour retrouver sa voiture. Dans cet état d'énervement, quand j'ai regardé à nouveau mon billet de retour, j'ai fait une erreur en confondant le numéro de vol et l'heure de départ. Résultat, j'ai raté mon vol. La gentille dame à l'enregistrement a vu tout de suite que ce n'était pas ma meilleure journée et a été très compréhensive, mais le prochain vol n'était pas avant plusieurs heures. Je suis donc resté là, en attendant, bouillonnant de colère, quand soudain, un porteur est passé avec un énorme carton sur une plateforme roulante. Ce n'était pas aussi grand qu'une machine à laver, mais assez imposant pour attirer l'attention. L'étiquette de l'adresse de retour était également assez grande, et je l'ai lue par curiosité. Il était écrit Magda et le pays d'origine était Biélorussie. Je ne sais pas pourquoi, mais instantanément, j'ai su, sans l'ombre d'un doute, que mon ex avait une liaison avec une femme nommée Magda, originaire de Biélorussie. Le nom, l'endroit, c'était trop spécifique pour que ce soit une coïncidence. C'était comme si le destin m'avait donné cette petite preuve en plein visage, sous la forme de ce colis étrange et inattendu, alors que j'étais en train de traverser l'une des pires journées de ma vie. Tout à coup, tout semblait se recouper. Et même si c'était une situation difficile, une part de moi a ressenti une sorte de soulagement, comme si l'univers m'avait donné une confirmation de ce que je savais déjà au fond de moi. Les pièces du puzzle se mettaient en place d'une manière trop étrange pour être ignorées. Il y a quelque temps, mon copain et moi étions en voiture, en route pour chez lui. Il devait être aux alentours de 22 heures, et nous empruntions une route déserte qui traverse des champs à perte de vue, avec seulement quelques maisons disséminées ici et là. C'était une de ces soirées tranquilles, où la circulation est quasi inexistante et où tout semble calme, presque irréel. Il avait plu plus tôt dans la journée, mais la pluie avait cessé depuis. Il conduisait, et moi je passais le temps en discutant et en observant la route qui se déroulait droit devant nous, sans aucune courbe. C'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose, juste du coin de l'œil. J'ai d'abord cru que c'était une illusion, mais quand j'ai jeté un regard plus attentif, j'ai vu clairement un véhicule sortir d'une allée d'une maison qui se trouvait à ma droite. J'ai immédiatement tourné la tête pour mieux voir. C'était un Range Rover noir, avec des jantes en alliage argenté qui brillaient dans la lumière tamisée des phares. Ses feux arrière étaient allumés, rouges et vifs, et il était en train de reculer lentement, comme s'il venait de sortir d'un garage ou d'une allée. Je l'ai vu clairement, presque comme si c'était une évidence. Je me suis penché en avant et j'ai pointé du doigt par la fenêtre de son côté, en lui disant « Regarde ce Range Rover, il sort de l'allée là ». Je pouvais presque sentir l'air se déplacer autour de la voiture, comme si tout s'était figé autour de cette scène. Il m'a jeté un regard un peu surpris, mais surtout incrédule. Il n'a rien dit tout de suite, alors j'ai tourné mon regard à nouveau vers l'endroit où la voiture était censée être. Mais là, il n'y avait rien. Le terrain était désert, il n'y avait aucune voiture, aucune lumière, rien du tout là où j'avais vu le Range Rover quelques secondes avant. C'était comme si la voiture venait de disparaître dans l'air, comme par magie. Je suis resté un instant figé, à fixer l'endroit vide devant moi, le doigt toujours tendu vers un espace vide. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Mais je l'ai vu. Je t'assure qu'il y avait une voiture là, ai-je insisté, un peu perdu. Il m'a regardé, toujours aussi étonné, et a secoué la tête. Je sais que tu as vu quelque chose, mais il n'y avait rien là. Je t'assure. On a continué à rouler en silence pendant un moment, mais cette sensation de dissonance est restée avec moi. J'avais vu ce Range Rover, j'en étais certaine. Pourtant, tout semblait normal autour de nous, comme si le monde n'avait pas été affecté par ce moment étrange. Après avoir accouché, une amie m'a offert des fleurs dans un vase magnifique. Elle m'a dit de garder le vase et de ne surtout pas le rendre. Au début, je l'avais mis sur une petite table, mais au bout d'un moment, j'ai décidé de le déplacer et de le poser tout en haut du réfrigérateur, exactement au centre. C'était un bel objet décoratif, et il semblait parfaitement stable là-haut. Un jour, mon mari et moi étions assis dans le salon quand, sans aucune raison apparente, le vase a sauté du réfrigérateur et s'est écrasé en milliers de morceaux. Nous n'avions rien fait pour le faire tomber, il n'y avait eu aucun mouvement brusque dans la pièce.
C'était tellement soudain et surprenant que nous nous sommes regardés, totalement choqués. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer. Évidemment, j'ai raconté l'histoire à mon amie, un peu amusée au début, pensant que ce n'était qu'une coïncidence. Mais là, elle m'a raconté quelque chose d'encore plus étrange. Elle m'a dit que ce même vase, chez elle, avait sauté de son comptoir sans raison apparente, mais qu'il n'avait pas cassé. Ce n'était pas juste un petit accident, elle avait vu la scène se dérouler sous ses yeux, et ça l'avait tellement perturbée qu'elle avait décidé de me le donner. C'est comme si elle voulait se débarrasser de quelque chose de maléfique, ou du moins, de très étrange. Ce n'est pas tout. Elle m'a aussi dit que, avant elle, plusieurs autres personnes avaient possédé ce vase, et à chaque fois, il avait sauté de leur comptoir, parfois en se brisant, parfois non. Mais cette constante, ce vase qui semblait vivre sa propre vie, qui bougeait de façon inexplicable, avait quelque chose de franchement inquiétant. J'ai commencé à me demander si ce vase n'était pas en fait maudit, ou s'il portait un genre de malédiction. C'était tellement bizarre. Je n'avais jamais cru aux objets hantés ou maudits, mais après ce qui s'était passé, il était difficile de ne pas se poser des questions. D'un autre côté, je n'étais pas prête à m'en débarrasser non plus, je l'avais reçu en cadeau, et cela faisait un peu trop partie de mon histoire maintenant. Quand j'étais en deuxième année, un jour pendant le cours, je me suis senti vraiment mal, extrêmement fatigué et affamé. Je me suis forcé à tenir le coup jusqu'à l'heure du déjeuner, mais sur le chemin de la cantine, quelque chose de très étrange s'est produit. Tout à coup, ma vue a changé. J'ai commencé à voir le monde en noir et blanc, comme si j'avais perdu toute perception des couleurs. C'était totalement bizarre, presque irréel, et ça a duré tout le temps que j'étais en train de marcher. Au début, je pensais que c'était juste un effet passager, mais non, ça ne s'est pas arrêté. Je pouvais regarder les murs, les tables, même mes camarades, et tout était devenu terne, comme un vieux film. C'était comme si j'étais dans un autre monde, ou dans une sorte de rêve flou. Dès que je suis arrivé à la cantine et que j'ai commencé à manger, tout est revenu à la normale. En quelques secondes, mes yeux se sont réajustés et j'ai retrouvé ma vision en couleur, comme si rien ne s'était passé. La journée a continué normalement, mais le matin suivant, je me suis réveillé avec de la fièvre. La nourrice m'a envoyé chez moi, et c'est à ce moment-là qu'ils ont diagnostiqué une sorte de grippe ou infection, mais personne ne m'a jamais donné d'explication sur ce qui avait pu se passer avec ma vision. Comment ai-je pu devenir temporairement daltonien? Pourquoi la couleur est-elle revenue après que j'ai mangé? Ce qui est encore plus frustrant, c'est que ma famille ne me croit toujours pas. Quand je leur raconte l'histoire, ils pensent que j'ai dû rêver ou que c'était une illusion, mais moi, je sais ce que j'ai vécu. Il y a quelques années, je rentrais chez moi en voiture, traversant mon quartier, quand j'ai vu quelque chose d'absolument étrange dans le ciel. C'était comme un éclair de lumière, une traînée brillante, qui traversait le ciel d'un bout à l'autre de l'horizon. Au début, je me suis dit que c'était peut-être une comète ou un météore, mais ce qui m'a frappé, c'est que le phénomène a duré bien trop longtemps et sa luminosité est restée constante du début à la fin. Ce n'était pas un flash rapide comme on peut en voir parfois avec les étoiles filantes. Je l'ai observé attentivement et il semblait venir d'une direction spécifique, celle de la base de l'Air Force, qui n'était qu'à quelques kilomètres de chez moi, peut-être 3. C'était assez proche pour que ce soit potentiellement un test ou quelque chose qu'ils avaient lancé. Mais la trajectoire, elle, était assez étrange. Elle allait droit au-dessus des terres, loin de l'océan, et ce n'était pas du tout dans la direction habituelle des tests aériens ou des exercices militaires. L'idée d'un jet militaire, comme un F-22 avec son réacteur après-vente en marche, m'a traversé l'esprit. Mais il y avait un problème majeur. Si c'était ça, j'aurais dû entendre le bruit d'un moteur à pleine puissance. Je vivais à seulement 5 miles de la base à l'époque, et chaque fois qu'il faisait de l'entretien moteur ou qu'un avion décollait avec l'après-brûleur, les vibrations étaient tellement fortes que je pouvais les sentir à travers les fenêtres, même quand elles étaient fermées. Pourtant, là, rien. Pas un bruit, même avec mes fenêtres baissées. Juste ce sillage lumineux, parfaitement silencieux. Cela m'a perturbé. Quelque chose dans la situation ne collait pas. Peut-être que c'était un test de quelque chose de tout à fait inédit,
une technologie que je ne comprenais pas, mais l'absence totale de son et de vibration me laissait perplexe. J'ai cherché des explications, en me demandant si cela pouvait être un avion en vol à haute altitude, mais les conditions de ce moment-là me semblaient différentes de tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Je n'ai jamais vraiment su ce que c'était. Et honnêtement, même maintenant, je me demande si j'ai vu quelque chose qui m'échappait, quelque chose d'un peu trop étrange pour être expliqué de façon simple. J'avais une amie au lycée qui m'avait raconté que toute sa famille entendait, pendant la nuit, une musique très vague quand ils essayaient de s'endormir. Ce n'était pas une mélodie claire ni des paroles audibles, juste une musique douce et lointaine qu'on pouvait percevoir seulement dans ces moments-là, juste avant de s'endormir. Des années plus tard, elle et moi sommes devenus très proches, et j'ai passé la nuit chez elle pour la première fois. C'était presque 4 heures du matin, et je n'arrivais pas à m'endormir. J'entendais comme un faible son, une sorte de musique venant de la pièce à côté, comme si quelqu'un regardait une comédie musicale à très bas volume. Je ne distinguais ni paroles, ni mélodie, mais c'était bien de la musique. Je lui ai donc demandé pourquoi son frère regardait un film à 4 heures du matin, et sa réponse a été « Ah non, c'est juste la musique que tout le monde entend la nuit ». Ça faisait tellement d'années que j'avais oublié qu'elle m'avait raconté cette histoire, et honnêtement, j'avais un peu douté de sa véracité. Mais ce que j'ai vécu cette nuit-là était vraiment étrange, presque surnaturel. C'était comme si cette musique était toujours là, invisible, et qu'elle appartenait à quelque chose d'autre, un phénomène qu'on ne pouvait ni expliquer ni ignorer. C'était un moment perturbant et un peu flippant, mais je n'ai pas osé en parler plus, surtout que son ton ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle trouvait cela tout à fait normal. Je me suis finalement endormi dans une sorte de demi-sommeil, mais cette étrange sensation de musique floue a continué à me hanter bien après. Un soir, j'étais dans ma cuisine, simplement en train de préparer le dîner. Rien de spécial. Les gestes étaient mécaniques, presque apaisants. J'avais allumé la cuisinière et découpé des légumes, sans trop penser à autre chose. Tout était calme, la lumière douce des lampes suspendues me donnait une sensation de tranquillité. Mais soudain, sans avertissement, un frisson étrange parcourut mon corps. C'était un tremblement diffus, subtil au début, puis de plus en plus intense. Ce n'était pas comme une simple frisson de froid, non. C'était plus profond, comme si chaque fibre de mon être était secouée par quelque chose d'invisible. Je tentais de m'agripper au plan de travail, comme si cela allait m'aider à garder le contrôle, mais il n'y avait rien à saisir, pas d'appui réel. Puis, une sensation encore plus déroutante s'installa. C'était comme si l'air autour de moi devenait lourd et déformé. Mes yeux se fermaient d'eux-mêmes sous la pression, et c'est alors que les couleurs, celles que l'on voit lorsqu'on ferme les yeux trop fort, envahirent mon champ de vision. Mais elles étaient étrangement vives, presque violentes, elles clignotaient et se mélangeaient, créant des motifs que je n'avais jamais vus auparavant. J'ai eu une étrange sensation de flottement, comme si mon corps était de moins en moins réel. Puis, sans que je puisse l'expliquer, tout autour de moi a disparu. Tout, absolument tout. J'étais dans le néant, mais d'une manière étrange, je savais que je n'existais plus. C'était comme une conscience dénuée de forme, une absence totale, mais paradoxalement, je ressentais cette absence avec une acuité presque douloureuse. J'ai essayé de me concentrer, de comprendre ce qui se passait, mais plus je tentais de rationaliser, plus l'expérience m'échappait. Ça semblait durer une éternité, mais en même temps, cela n'avait aucun rapport avec le temps. C'était comme si tout était suspendu dans un espace-temps parallèle, hors de tout repère. Puis, soudainement, tout a changé. Je n'étais plus dans cet espace vide. Je me retrouvais de retour dans la cuisine, mais quelque chose n'allait pas. Mes yeux se sont ouverts, et j'ai vu que je n'étais pas exactement là où j'avais été. Mon corps était enfoncé dans le sol. À moitié, oui, comme si le sol s'était refermé sur moi, et une partie de mon corps était emprisonnée en dessous de la surface, comme si j'avais été cloué là, à même le sol. Je n'ai pas compris, c'était absolument inimaginable. Si mes voisins du dessous avaient levé les yeux, ils auraient dû voir mes pieds, ou au moins la moitié de mon corps, se désintégrer dans leur plafond. Mais rien de tout cela ne se passait. Je suis resté dans cet état quelques instants,
incapable de bouger, et tout à coup, la sensation s'est estompée. C'était comme si le système s'était rendu compte de l'erreur. Et j'ai replongé dans ce vide, dans ce néant, avant de revenir à la réalité. Quand j'ai enfin réapparu là où j'étais censé être, j'ai eu un réflexe qui m'a fait tomber à genoux. Un vertige me prit. La nausée monta en moi, et je vomis sans pouvoir m'arrêter. J'avais l'impression que mon corps ne m'obéissait plus. L'expérience m'avait laissé un goût de terreur, de confusion. Qu'est-ce qui venait de m'arriver? Depuis ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Un malaise persistant. Et une chose étrange, aussi, mes chats, mes animaux, qui étaient toujours proches de moi auparavant, ont commencé à m'éviter. Ils m'observaient de loin, me fuyaient, comme s'ils percevaient quelque chose en moi que je ne comprenais pas. J'ai hésité, longuement, à en parler à qui que ce soit. À un psy? Non. Il penserait que je suis fou, sûrement. À un médium? L'idée m'a effleuré plusieurs fois, mais est-ce que cela m'aiderait vraiment? Est-ce que quelqu'un pourrait comprendre ce que j'ai vécu? Je n'ai jamais su ce qui s'est passé ce soir-là. Et je ne sais toujours pas si ce que j'ai ressenti était réel, si cela faisait partie de quelque chose de plus grand ou si c'était simplement le fruit d'une expérience mentale bizarre, une sorte de déconnexion temporaire. Mais chaque fois que je me retrouve dans ma cuisine, ou même dans ma chambre, ce malaise persiste, comme une ombre que je n'arrive pas à chasser. Et les chats, ils restent à l'écart, comme si eux aussi se souvenaient de ce qui s'est passé ce soir-là. Ça me brise le cœur, je ne suis pas fou. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.